jour, au Cameroun, les seuls domaines qui bénéficient du sérieux, de la rigueur et des ressources convenables de la République, ce sont les domaines liés à la longévité au pouvoir, l'éternisation du régime. Tout ce qui intéresse les gens de Yaoundé, c'est comment rester éternellement au trône. Le reste n'est que secondaire. Le bien-être de la population et du territoire national est le cadet de leurs soucis. Lorsque vous les voyez engagés quelque part, sachez qu'il y a un fort enjeu de conservation du pouvoir. Même les pseudo-dons qu'ils font à gauche et à droite, ces dons n'ont rien à voir avec la compassion pour le peuple. Ces dons répondent à un seul objectif: comment séduire les masses, comment empêcher leur révolte et sécuriser notre maintien au pouvoir. Regardons bien l'utilisation et le traitement de l'appareil sécuritaire. Lorsqu'il s'agit de leur sécurité à eux, ils sortent tout l'arsenal du monde, on sort tous les effectifs. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité de la masse, des en bas d'en bas, face à la criminalité, face aux enlèvements, face au grand banditisme, on affecte 4 policiers, 6 gendarmes pour toute une commune. Mais le jour où ils sentent une menace contre leur pouvoir, on sort des camions et des camions avec tout le matériel du monde. Donc le bien-être des Camerounais n'a jamais été le souci premier de l'ogre de Kakou. Quelle était l'ambition du chef de l'État? Vous ne la recherchez pas dans ses discours, qui sont écrits pour émouvoir. Recherchez l'ambition du chef de l'État dans ses prises de parole spontanées. Et vous découvrirez que Biya a répondu à 2 chefs d'État. Quelle est sa vision de la politique? Il a répondu au président français, le socialiste après François Hollande. Il lui a dit: ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais qui peut. Première ambition du chef de l'État: durer au pouvoir. La pyramide. Deuxième, il a répondu récemment à Macron: je verrai le moment venu si je vais au village ou si je reste. Ça veut dire on peut vivre, on peut être président ad vitam aeternam et mourir chef d'État. Si vous prenez donc en compte la véritable ambition du chef de l'État et vous reformulez votre question, vous verrez que la réponse coulera de source. L'entourage du chef de l'État a très bien aidé le chef de l'État. Voilà. Dans son style. Et cet entourage ne se reproche de rien. Chacun à son niveau a fait ce qu'il fallait faire. Ceux qui ont tenté d'empêcher la réalisation des projets du chef de l'État ont été sauvagement écartés. Madame ne se rappelle peut-être pas de l'époque où on a bastonné un opposant dans ce pays et on a appelé cela la fessée nationale. Souveraine. En 90. Biya a fait bastonner son aîné politique. On n'est pas sûr que c'est... Non, Biya a fait l'acte d'une telle gravité. Biya, puisqu'on en a parlé et personne n'a condamné, on a fait bastonner Samuel Eboa, l'aîné politique de Paul Biya, et on a appelé cela la fessée nationale. Et beaucoup de Camerounais à l'époque ont apprécié et ont même applaudi. Beaucoup nous ont décrit des situations dans lesquelles nous nous retrouvons souvent. Moi, je me suis retrouvé un jour garé dans un véhicule sur la route de Mbalmayo, attendant que le chef de l'État passe, de 11h à 17h. Voilà. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État. Parce que les militaires, la garde présidentielle passait à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Vous souffrez. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Là, le professeur Abba, on a cité abondamment la Bible, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Professeur Famdongo a bel et bien raison sur un point: Biya est Moïse, en ceci que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Niat est là depuis l'époque d'Aïdio. Maintenant que Niat a vécu, on a pris le fils de Niat. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Vous avez les gens comme Tuile qui sont de l'Est,
Tulima vient de vous dire que l'Est donne 100% à Paul Biya et qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que l'élite de l'Est n'a pas aidé Paul Biya? Elle l'a aidé, puisque Biya ne leur a rien donné, mais ils ont fait que les populations restent fidèles. Vous savez, le phénomène de Stockholm qui fait qu'on commence à aimer son bourreau. Regardez chez les jeunes filles qui ont été violées. 80% d'elles commencent à éprouver des sentiments d'affection vis-à-vis du violeur. Ah bon? Et oui, ça s'explique. Elles commencent à dire que bon, vraiment, peut-être qu'il n'était pas si méchant, peut-être que si on l'avait bien encadré, et finissent quelquefois par tomber amoureuses. Dans le monde arabe, notamment au Maroc, il est dit que si vous violez une fille, vous l'épousez. Oui. Vous comprenez cette incongruité? C'est-à-dire, pour avoir... Donc, on nous a violés comme peuple et on nous a épousés. Bien, nous sommes allés en mariage. Vous avez des paroles choquantes. Nous disons simplement ce que nous disons. Et donc, moi, je suis gêné quand on s'en prenne à la dame qui a déjà une parole très facile, elle est très éloquente. J'ai difficilement trouvé autant de panélistes capables de montrer que le charbon était de couleur blanche. Elle l'a fait à la perfection. Donc, aujourd'hui, voilà l'entourage qui continue jusque dans la cité. Pour une fois, le RDPC revendique l'action du gouvernement. C'est donc une bonne chose. Mais le moment venu, si le peuple venait à se réveiller et à dire que l'action n'a pas été bonne, il ne faudra pas que le RDPC tente de se désolidariser en ce moment du gouvernement. Ce d'autant plus que 95% des membres du gouvernement sont des produits du RDPC. Merci Pierre Blériot. Temps, la nervosité monte dans le camp zambien, le camp de l'ogre de 82. Même les fondamentalistes, les extrémistes les plus assidus sont sur cette voie de la nervosité. Ils sermonnent la gouvernance somnolente et stérile de leur camp. Les complices veulent déjà lâcher les complices en pleine zone de turbulence, les Judas. En écoutant ces nouveaux nerveux de la République, il y a une question qui chatouille notre esprit. Vous en prenez à qui? Vous accusez qui si ce n'est vous-même? Vous ne pouvez pas soutenir une mafia pendant 42 ans et un beau jour comme ça, vous montez sur le pupitre tacler avec véhémence les pratiques du cartel. Vous ne pouvez pas vous-même être fondamentaliste, artisan, idéologue et défenseur acharné de la mafia et un jour comme ça, vous vous levez pour insulter le cartel. De qui se moque-t-on dans ce cas? Il faut savoir assumer vos choix et être loyal. Personne ne va livrer Paul Biya à la vindicte populaire pour se sauver. Soit vous êtes solidaire, soit vous vous taisez à jamais. Vous avez été muet pendant 42 ans. Continuez de garder vos bouches et vos yeux fermés devant le chaos que vous avez instauré, entretenu et soutenu pendant des décennies. Manoron. Nous savons bien que ces critiques acerbes, c'est pour échapper à la reddition des comptes en faisant comme si vous n'êtes coupable de rien. Personne ne va jeter Paul Biya seul à la vindicte populaire pour se sauver. Assumez. Certes, c'est lui le patron du cartel du 6 novembre, mais vous avez été et vous restez ses choristes, ses servants de messe, ses lecteurs, ses catéchistes, ses diacres et ses séminaristes. Vous n'allez donc pas faire croire à l'opinion, à travers votre nouvelle posture de Judas, que lorsque les ocres gâtaient le pays, vous prêchiez la bonne gouvernance. Lorsqu'ils martyrisaient le peuple, vous prêchiez l'humanisme. Beaucoup sont même plus comptables que le patron de l'ogre de 82. Ne fuyez pas aujourd'hui le bateau parce qu'il prend déjà abondamment de l'eau. Soyez des yakuza jusqu'au bout, les hommes d'honneur du chaos. Lorsque certaines élites RDPC du Grand Nord ouvrent la bouche pour dénoncer aujourd'hui la marginalisation sociale de la région, on se demande si elles sont sérieuses ou si elles prennent les populations pour de pauvres naïfs. Si cette région est quasiment au sol aujourd'hui, c'est à 70% de leur faute. Elles ont sacrifié le bien-être des populations du Grand Nord contre leur position personnelle de jouisseurs à la mangeoire. Elles ont fait le choix de la bourgeoisie familiale en lieu et place de la défense collective du bien-être de tous. Les grandes chefferies traditionnelles, les lamidas ou les sultanats
qui devaient défendre leur sujet face à la gouvernance oppressive et répressive du renouveau, ont préféré engager des concubinages sauvages avec le renouveau. Hier, nous parcourions encore la question de l'eau dans le Grand Nord. Des femmes et des enfants qui doivent parcourir 10 km à pied pour trouver des points d'eau à boire. Nous nous abstenons de parler de l'eau potable parce que l'eau potable c'est une autre affaire. Alors nous parlerons juste de la simple eau à boire. Parce que toute eau à boire n'est pas potable. Les populations discutent encore de l'eau avec des ânes, des moutons, des bœufs. Une manière de dire que les populations utilisent encore l'eau réservée au bétail. Pendant 42 ans, les élites, les grandes chefferies de la région, dont les patrons vivent comme des princes ici à Yaoundé, sont restés muettes. Aujourd'hui, ces gens se découvrent les talents de critique, les talents d'opposants. Pourtant, ils sont des auteurs ou des complices des déboires des populations. 2011, le candidat du RDPC, dans ses envolées propagandistes, promet en grande pompe sous les sons retentissants des trompettes un programme spécial de réhabilitation et de construction des forages d'eau potable en zone rurale dans la région. C'était à Maroua. Quelque temps après, ces acolytes qui veulent se désolidariser aujourd'hui de sa malgouvernance annoncent un projet de construction de 3000 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions septentrionales du Cameroun. Novembre 2024, 13 ans après, où sont les 3000 forages promis? Les élites du Grand Nord sont toujours muettes. On parle de marginalisation du Grand Nord. Qui sont alors les premiers promoteurs de cette marginalisation si ce ne sont pas ces élites et ces super chefs traditionnels? Aïdjo construit le barrage de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga. L'eau ne suffit même pas pour le département, mais un jour comme ça, les élites du Mayo-Sava décident de venir tirer l'eau du barrage pour aller alimenter leurs arrondissements, disons leur domicile. Mais curieusement, les populations riveraines du corridor où l'eau passe de Mokolo pour arriver dans le Mayo-Sava, le département du président de l'Assemblée nationale, ces élites ne pensent pas à ces populations. L'eau passe devant leur cour pour arriver à Kolofata chez Amadou Ali, pour arriver à Mora chez Talba Mala. Pourtant, ces populations des localités de Mokola, Oudayi, Goudza, Ndjenglia, Koza, Mozogo, Nkeshewe, Korkosamba ou de Kouyapé meurent de soif. Vous passez avec les tuyaux d'eau devant la cour des gens qui meurent de soif sans leur en offrir un verre. Qui marginalise qui finalement? Qui est responsable de quoi en premier finalement? Après, on va vous laisser croire, par exemple, que l'extrême nord est le premier bastion du RDPC. Nous qui avons déjà fait des mois de pèlerinage scientifique dans plusieurs villages de cette région, nous disons c'est impossible, sauf à prendre les populations de cette région pour des insensés. Les niveaux de pauvreté et d'extrême misère qu'on rencontre dans cette région ne peuvent même pas permettre au RDPC d'obtenir 23% des voix des populations de l'extrême nord. Bonne journée à vous tous.